Je ne peux pas penser un humain juste en regardant son cerveau, pas plus que je peux comprendre un accident de la route juste en regardant le moteur d'une bagnole. Le stress, c'est une réaction hyper importante et très utile pour la survie. Si, je sais pas, je vois un lion et je suis pas stressé, je vais me faire bouffer. J'ai besoin de stresser. Mais c'est une réaction qui est construite pour être d'habitude intense et de courte durée. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau a un mode un peu de fonctionnement automatique parfois. Et je pense que Covid a fait une sorte de pause. Alors c'est comme si on a appuyé sur le bouton pause et tout le monde a pris conscience. Pourquoi est-ce que je vis comme ça ? Et on voit qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants qui sont en train de partir. Donc l'action, c'est quelque chose qui va réduire l'inconnu. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc on va sortir de cette paralysie de l'inconnu en faisant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les 2 semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui au cours d'une intense carrière ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui grâce à leur savoir et connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir président et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode Au revoir Président avec un expert que j'ai le plaisir d'accueillir qui est Albert Moukébert. Bonjour. Albert, si je t'ai invité, c'est parce que tu es spécialiste du cerveau. Et je vais d'abord te laisser te présenter pour que les auditeurs sachent qui j'ai en face de moi. Alors bonjour, je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. J'ai longtemps travaillé en psychiatrie à la Pitié-Salpêtrière puis à Créteil sur les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité, et notamment sur comment est-ce que certaines pathologies impactent le rapport qu'on a avec comment on interprète le monde. Comment est-ce qu'on regarde les choses. À la base d'un ma thèse, j'ai fait les biais attentionnels, comment est-ce que j'explore le monde selon les maladies un peu que je peux avoir, et puis d'un point de vue plus cognitif, donc je travaille un peu sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, comment est-ce que notre cerveau peut réorganiser le réel parfois à notre désavantage. Après mes études, je me suis intéressé à la population générale, comment est-ce que nous tous on acquiert de la connaissance, comment est-ce que je sais ce que je sais, comment est-ce que je formule l'opinion, comment est-ce que je change d'avis, ce qu'on appelle parfois le raisonnement critique. Sur plein de sujets, sur la prise de décision notamment. Je suis membre du panel d'experts de l'ARCOM pour la lutte contre la désinformation en ligne. Je travaille sur les questions du climat, je suis prof et clinicien, donc je suis psy, je fais mes consultes et je fais des conférences. Et donc je suis expert à l'APM où on a eu l'occasion de se rencontrer. Mais le fil conducteur un peu tout ce que je fais, c'est vraiment comment est-ce que j'acquiers de la connaissance, comment est-ce que je peux évaluer la qualité de cette connaissance, en sachant que la connaissance, c'est pas juste genre la capitale du Mexique. Ça peut être, est-ce que j'ai une bonne confiance en moi, est-ce que le sens de ma vie me convient, est-ce que mes potes m'aiment bien. La connaissance, c'est même sur soi, sur les autres. C'est pas juste la connaissance genre à l'école ou à la fac. Et ça, c'est important parce que le mot dans le langage courant, on va dire la connaissance, c'est genre des informations, c'est un peu la culture générale. Alors que quand j'utilise le mot connaissance, c'est tout. Alors c'est parfait parce qu'en fait aujourd'hui moi ce qui m'intéresserait que l'on puisse discuter, c'est en fait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est en train de faire un au revoir président. C'est quelque chose qui est assez impactant parce que généralement effectivement les gens qui passent sur mon podcast pour témoigner sont des cadres dirigeants avec une grande carrière et puis mais à un moment donné sentent qu'il y a quelque chose qui va plus, une espèce d'inconfort. Alors on peut donner une étiquette comme le sens de la vie comme tu l'as dit. Et donc en fait pour moi l'idée c'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu as aussi parlé de prise de décision, donc il y a des décisions à prendre. Donc en gros, et peut-être avant de commencer, c'est moi je dis souvent le terrain de jeu en fait dans lequel on évolue, c'est notre cerveau, c'est-à-dire qu'en fait tout se passe là. Et donc en fait comment tu définirais à ta manière ce terrain de jeu dont tu es spécialiste, qui est le cerveau?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Déjà, je vais commencer par dire ce que c'est pas le cerveau. Parce que, effectivement, on a une sorte. Et c'est parce que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet maintenant, en ce moment, donc c'est marrant qu'on parle de ça. On a tendance à croire que tout se passe dans mon cerveau, en fait, et que je suis mon cerveau. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, mon cerveau est un organe qui est incarné, on dit, c'est incarné dans un corps. Donc moi, je suis mon cerveau et mon corps, et le lien entre mon cerveau et mon corps. Et donc, quand on va parler tout à l'heure de ces changements de mode de vie, on va voir que souvent, le corps est impliqué. Donc, c'est pas juste dans mon cerveau que ça se passe. Je vais avoir, par exemple, une boule au ventre, pas pouvoir dormir, peut-être parfois avoir des douleurs au dos, alors que mon dos va bien. Je vais aller faire une IRM et on va me dire, en fait, ton dos n'a rien, les fameuses douleurs psychosomatiques, etc. Tout ça. Et donc, mon cerveau, pendant longtemps, si on prend un peu le temps de faire genre de l'épistémologie, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, pendant longtemps, on était dans un monde qu'on appelle dualiste, le corps et l'esprit, et que moi, je suis mon esprit, et mon corps, c'est une sorte de marionnette que mon esprit dirige. Et donc Descartes, etc. Et puis, on a eu le paradigme matérialiste qui s'est imposé, que non, a priori, genre, on ne pense pas qu'il y a de l'esprit ou de l'âme, en tout cas en science, parce qu'on ne peut pas vraiment aller l'explorer, indépendamment des croyances de chacun. Mais on n'est pas vraiment sorti de ce mode de pensée dualiste. On a remplacé le corps et l'esprit par le corps et le cerveau. Et aujourd'hui, dans le langage courant, souvent on parle du cerveau comme si c'est quelque chose qui est déconnecté du reste du corps. Un peu comme l'âme était avant. Genre, je suis mon cerveau et mon cerveau est une sorte de chef d'orchestre qui dirige le reste du corps. Et ce qu'on a découvert en neurosciences sur les 10, 20, 30 dernières années, c'est que c'est un paradigme, cette manière de penser le cerveau déconnecté du reste du corps, qui nous induit plus souvent en erreur que pas. En fait, aujourd'hui, on pense que notre cerveau est une sorte d'organe qui est responsable d'interrelation. C'est-à-dire, c'est le centre d'intégration un peu de l'information qui vient de mon corps et de l'espace extérieur. Et donc, moi, je suis un être incarné dans un corps, incarné dans un contexte. Et c'est tout le temps cette triade, le cerveau, le corps et le contexte, qui doit être prise en compte pour pouvoir me cerner. Je ne peux pas penser un humain juste en regardant son cerveau, pas plus que je peux comprendre un accident de la route juste en regardant le moteur d'une bagnole. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe autour, est-ce qu'il y avait du verglas sur la route, est-ce que les pneus étaient bons, est-ce que les amortisseurs fonctionnaient, est-ce que l'airbag s'est déployé, etc. Tout ça se passe en dehors du moteur, et c'est tout aussi important, si on fait l'analogie que mon cerveau est un peu mon moteur, alors que c'est une très mauvaise analogie, mais c'est pas grave. Et donc le cerveau, c'est un organe qui est en train de faire sens du monde pour préparer l'action. Est-ce que c'est juste de dire que le corps, dans ce cas, joue le rôle de filtre ? C'est-à-dire qu'en gros, je capte le monde extérieur par mes sens qui sont voilà, l'ouïe, les yeux, la bouche, la douleur. La douleur, donc le corps, la sensation. Et donc tout ça, en fait, deux corps vont sentir le monde extérieur de manière différente et donc vont véhiculer au cerveau des informations qui vont arriver de manière différente. C'est ça ? Alors, pas seulement. Pendant longtemps, là aussi, on pensait que le corps était juste en train de reconstruire le monde à partir des sens. Donc on appelle ça l'approche bottom-up, que les trucs viennent du bas et montent jusqu'à mon cerveau. Donc des photons de lumière rebondissent sur ta peau, touchent ma rétine les transforme en un signal électrique, ça va dans mon nerf optique, ça va à mon cortex occipital, qui va interpréter ces informations électriques et puis envoyer au cortex préfrontal et bim, tu apparais dans ma tête. Mais aujourd'hui, on pense que c'est pas juste ça, qu'il y a une partie de reconstruction du monde par mes sens qui est évidente, sinon je pourrais pas fonctionner, mais qu'il y a aussi une partie qu'on appelle top-down, où mon cerveau est aussi en train de prédire le monde. Mon cerveau est aussi en train de projeter sur le réel à partir de tout ce que je sais sur comment fonctionne le monde pour le prédire, parce qu'encore une fois, on pense aujourd'hui que le cerveau, c'est un organe d'action, qui prépare l'action. Donc par exemple, si je suis dans la rue et je veux traverser la rue, mes sens vont me permettre de reconstruire la voiture qui arrive, mais mon cerveau va aussi projeter sur le réel une prédiction pour se dire quand est-ce que la voiture va être devant moi pour que j'évite d'être au même moment là, sinon je me fais écraser. Donc mon cerveau est en train, il y a un chercheur qui travaille sur la conscience, un des meilleurs chercheurs au monde qui travaille sur la conscience, qui s'appelle Anil Seth, et il parle d'hallucination contrôlée. Il dit que le cerveau est tout le temps en train d'halluciner le monde, mais de manière contrôlée. Pourquoi contrôlée ? Parce qu'on est capable d'avoir une réalité commune. Genre là, on est tous les deux d'accord qu'il y a deux micros, un micro devant chacun d'entre nous. Les personnes qui nous écoutent sont en train de prédire qu'il y a deux humains derrière qui sont en train de se parler. Ils ne nous voient pas, ils nous entendent.
mais c'est enregistré, c'est pas en temps réel. Et donc, il y a un côté de reconstruction du monde et un côté de prédiction du monde. Donc ça, c'est l'opération que je fais moi, mon cerveau est en train de faire, mais en même temps, ça doit composer avec tes prédictions et tes reconstructions du monde, donc il faut qu'il y ait aussi une sorte de coordination entre les différents cerveaux, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un monde réel, objectif, extérieur à nous, parce qu'on y a accès, alors qu'on pourrait chacun vivre dans son monde. Donc le cerveau est un organe de reconstruction, mais aussi de prédiction. Et ces prédictions dépendent de mes croyances sur les choses. Certaines prédictions sont communes pour tout le monde. Par exemple, une des choses qu'on apprend hyper tôt dans notre vie, genre à partir de quelques mois de vie, s'appelle la permanence des objets. Qu'un objet qu'on laisse quelque part, on prédit qu'il va rester à cet endroit, que les objets sont permanents, que cette table ne peut pas soudainement disparaître. Si la table maintenant disparaît, on va un peu flipper. C'est pour ça que les tours de magie de disparition nous surprennent. Et ça, c'est des règles que même les autres mammifères ont. C'est pas juste un truc spécial aux humains. On est tous tous les animaux sont en train aussi de prédire le monde pour pouvoir agir. À des règles qui sont hyper personnelles à moi, selon mon vécu. Je sais pas. Je vais visiter mon village d'enfance et ça me donne la chair de poule. C'est une expérience subjective à Albert. Si j'emmène quelqu'un d'autre dans ce village, il va pas avoir la chair de poule. Et du coup, moi, si je viens avec toi, je vais pas comprendre certaines de tes réactions parce que j'ai pas acquis cette. Exactement. Cette donc ça part de ces prédictions générales communes à tout le monde, comme la permanence des objets, qu'on appelle des modèles de bas niveau, genre c'est vraiment un hyper bas niveau, la permanence des objets, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, etc. Un truc qu'on acquiert genre avant l'âge de 1 an, 2 ans, à des choses hyper individuelles et subjectives qui viennent de ma vie personnelle, de mon vécu, qui peuvent par exemple me pousser à abandonner une carrière hyper réussie et que ça soit hyper perplexant sur des personnes qui ne comprennent pas ce choix. Alors ça, on comprend avec ce que tu dis là, le titre de ton livre qui est « Votre cerveau vous joue des tours ». Donc en fait, ça veut dire que quelque part, ton message, c'est de dire « Attention, ne faites pas toujours confiance à votre cerveau » ou alors ayez conscience que votre cerveau, en fait, vous donne de l'information de manière biaisée, c'est ça ? Oui, en tout cas que notre cerveau n'est pas juste ne fonctionne pas du tout comme ce micro ou comme un appareil photo, une caméra. C'est pas une reproduction fidèle des événements. Il y a tout le temps une sorte de marge d'incertitude parce qu'on a des ressources aussi qui sont très limitées. On ne voit pas tout le spectre de la lumière, on n'entend pas toutes les vibrations de l'air, etc., toutes les fréquences. Mais j'ai pas conscience de morcellement. Genre là, quand je te regarde, je me dis pas « Ah merde, il n'y a pas des ultraviolets ». Je vis ma vie normalement. Ouais. Et donc notre cerveau est en train de combler des vides, des trous perceptifs, mnésiques, attentionnels en permanence. Et la manière dont on complète le réel, parfois... peut être à notre désavantage, mais très souvent c'est aussi avantageux. Genre, quand je dis pourquoi est-ce qu'on a nommé le livre « Votre cerveau vous joue des tours », pas par exemple « Votre cerveau vous trompe » ou « Votre cerveau vous ment » ou « Votre cerveau se fout de votre gueule », je sais pas. Parce que pour moi, dans « Votre cerveau vous trompe », je suis un peu fan de magie et trucs comme ça. Pour moi, tromper, c'est pas tout le temps quelque chose de négatif. Genre un magicien vous trompe et c'est fun quelque part. Et donc quand votre cerveau vous trompe, parfois c'est aussi pour votre bien. Pour pouvoir vous délester de devoir réfléchir à des trucs qui seraient inutiles maintenant. Par exemple, maintenant, mon cerveau, avant que j'y pense, là, pour répondre à cette question, j'avais complètement oublié la sensation de la chaise sur mon derrière. Mon cerveau me trompe en me faisant oublier ça, parce que c'est pas une information qui est importante. Ce qui est important, c'est que je puisse me concentrer sur ce que tu es en train de dire, sur préparer ce que je veux dire. Et donc, dans ce cas-là, mon cerveau me trompe en me faisant oublier la chaise. C'est quelque chose qui est bien. Mais ça, c'est bien ton cerveau. Donc, tu parles de lui à la troisième personne qui prend cette décision de ce qui est important pour toi, en fait. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, si on revient justement sur... je peux décider de lui dire, en fait, maintenant, je veux sentir la chaise et il me refiltre l'information. Oui, donc tu restes quand même, à la manœuvre. Parfois, et parfois pas. Quand je suis stressé et mon cerveau me dit que je vais me louper, je suis pas vraiment à la manœuvre et je peux pas lui dire non, je vais pas me louper, ça marche pas. Genre si vous êtes stressé et quelqu'un vous dit calme-toi, pourquoi tu es stressé, en général c'est hyper bien. Ouais. Alors justement, et là le stress, je pense qu'on va en parler. Donc si on revient dans le cas de figure d'un avoir président, donc on a un cadre dirigeant qui est dans sa carrière, généralement il a acquis de la croyance, de la conviction, parce que les gens qui nous écoutent généralement sont des gens qui sont à des postes assez élevés, donc qui ont fait leurs preuves, qui connaissent bien leur sujet, experts, etc. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer alors que
tout est, enfin le cerveau est dans une espèce de train-train habituel où il contrôle, ça marche, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui peut se passer pour que dans des cerveaux comme ceux-là, en fait, à un moment donné, il y a une espèce d'inconfort, et généralement qui arrive, alors ça me plaît bien par rapport à ce que tu disais par rapport au corps, généralement c'est des signes en fait, souvent qui sont donnés, des signaux qui sont donnés par le corps et pas forcément le cerveau. Donc là, est-ce que tu as un peu une explication de qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Alors, il n'y a pas une explication, il y a plusieurs hypothèses, il y en a plusieurs. La première peut être tout simplement une sorte de surménage. Le travail est quelque chose qui est assez taxant, qui nous prend énormément de notre temps. C'est même bizarre combien on accepte de passer de temps au travail, alors qu'on sait tous qu'à la fin on va mourir quelque part. Genre, c'est un peu une vision très existentialiste des choses. Mais à partir de l'âge de 3-4 ans, on commence à aller à l'école de 8h30, 9h jusqu'à 16-17h. Et ça ne fait qu'empirer jusqu'à la retraite quand on arrive à prendre sa retraite. Donc, déjà, accepter le travail. Je me demanderais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens qui acceptent. Souvent, malheureusement, on n'a pas le choix. Une grande partie des gens travaillent pour des raisons financières, pour subvenir à leurs besoins. Mais si on revient un peu à la question, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc la première, c'est le surménage. C'est que souvent, quand on est dans certaines responsabilités, on peut avoir énormément de stress, énormément de pression. C'est hyper chronophage. On ne voit pas notre famille. En tout cas, on ne les voit pas assez. Ils nous font des reproches. On ne voit pas nos parents. On ne voit pas nos enfants grandir. Et donc, je pense que à un moment, on a un peu fait le tour, entre guillemets, et ce défi, c'est-à-dire notre cerveau a un mécanisme qui s'appelle de l'habituation. Et si, par exemple, je ne sais pas, imagine que... Alors, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le travail. J'aime beaucoup les jeux vidéo, et donc je me mets à jouer, et on sait qu'on peut jouer aux jeux vidéo pendant très longtemps. S'il y a des personnes qui ont des ados, enfants, etc., ils peuvent voir combien. Mais même un jeu vidéo qui est hyper cool, si je joue tout le temps au même jeu vidéo, je l'ai fini une fois, je l'ai fini 2 fois, je l'ai fini 3 fois, au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer un peu. Donc ça peut être soit le surménage, donc c'est pas de l'ennui, c'est le contraire, je suis un peu au bord du burn-out, parce que je dors plus bien, je m'occupe plus de moi, etc. Et donc je me dis, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Peut-être que je devrais arrêter. Soit ça peut être... Le besoin de renouveau, non ? Le besoin de renouveau, je commence à m'ennuyer. D'accord. Je sens que j'ai fait un peu le tour de la question, ça ne m'excite plus que ça, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que une grande partie des personnes qui ont fait ces choix de quitter une carrière, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais j'ai l'impression que ça a augmenté avec Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau a un mode un peu de fonctionnement automatique parfois. Et je pense que Covid a fait une sorte de pause. Genre, c'est comme si on a appuyé sur le bouton pause et tout le monde a pris conscience. Pourquoi est-ce que je vis comme ça ? Et on voit qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants qui sont en train de partir. On voit qu'il y a beaucoup de boulot d'entrée, de niveau d'entrée, genre serveur, dans l'Horeca, dans la restauration, où les gens n'arrivent plus à recruter. Il y a une grosse problématique de recrutement en ce moment. Et c'est marrant parce que cette problématique de recrutement ou de rétention de talent se joue très très souvent soit sur des postes très élevés ou dans des boîtes qui payent très très cher, par exemple des boîtes de conseil où le salaire peut aller à genre 10, 15, 20 000 euros, mais c'est du boulot du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, ou sur des postes pas très bien payés, mais qui, par exemple, serveur, où il faut que je bosse parfois le week-end, etc. Et donc les gens, avec la pause de Covid, disent mais pourquoi est-ce que je suis en train de là, il y a tuer le fait peut-être avec le cas des restaurants, hôtels, etc., c'est qu'ils n'avaient plus de revenus, il fallait bien qu'ils fassent autre chose, et donc ils se sont recyclés. Puis pourquoi, mais quand ça revient, ouais, c'est pourquoi revenir. C'est pourquoi est-ce que je vais aller travailler le samedi soir, le dimanche soir, voir que mon salaire c'est 0,001% de combien je suis en train de faire rentrer dans l'établissement. Ouais. Genre parfois leur salaire passe en une soirée, genre un service, le resto a fait mon salaire. Ouais. Notre cerveau est comparatif. On est tout le temps en train de se comparer parce que c'est un peu pour les couleurs, pour tout. Notre cerveau fonctionne de manière comparative, donc je me compare et je me dis pourquoi. Et pour les postes très bien payés, c'est le côté souvent chronophage. Genre, pourquoi j'ai maintenant assez d'argent, j'ai relativement réussi ma vie, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai gravi les échelons, peut-être qu'il y a peut-être encore une marche ou deux, mais bon, je sais à quoi ça ressemble, j'ai pas vraiment besoin d'aller le faire. Pourquoi ? Et donc je me dis, je pars. Donc il y a
la fatigue, genre le burn-out. Quand je m'ennuie, entre guillemets. Et enfin, pour d'autres personnes, c'est la découverte de nouvelles choses qui les font vibrer. Je découvre en fait autre chose. Ça peut être le goût de l'aventure. Genre, je sais que toi, tu t'es mis au catamaran, la voile. Tu peux pas faire des formations de catamaran quand tu vas au bureau tous les jours de 8h à 21h. Et donc, tu t'es dit, en fait, maintenant, j'ai la satisfaction, genre, j'ai la sécurité financière et matérielle. Je pense que quand on avance avec l'âge, il y a le côté existentialiste qui prend le dessus. Si c'est pas maintenant, c'est quand? Alors, est-ce qu'on peut dire donc du coup que ces personnes qui vivent justement ce sentiment de dire il y a une tension intérieure, c'est qu'en gros, je suis dans un modèle, mais je n'ai pas le temps de me poser, et ça, c'est là où Covid a aidé, c'est-à-dire Covid, quelque part, t'a forcé à prendre le temps de faire une pause et donc de réfléchir, alors que quand on est dans le quotidien avec des boulots très prenants, en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, en fait, on continue. Comme un train sur des rails. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu pas mal avec les gens que j'invite, c'est vraiment le besoin, en fait, à un moment donné, de faire une pause et de pouvoir réfléchir. Et quand on fait une pause et on réfléchit, on réalise combien c'est absurde. Pardon ? On réalise combien c'est absurde. Ah oui, on réalise combien c'est absurde. Et donc on parle. D'accord. Malgré ça, en fait, je reste emprisonné dans ce monde dont je sais qu'il ne va plus, mais je continue. Donc là, pourquoi et qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour accepter une telle situation? Donc ça, en sciences cognitives, on appelle ça le intention-action gap, le trou intention-action. Il y a un trou entre le moment où je déclare une intention et où je la matérialise en action. Une forme de trou intention-action, d'intention-action gap, c'est par exemple la procrastination. La procrastination, c'est vraiment le modèle type du intention-action gap. Je sais pas, faire la vaisselle chez moi et je le fais pas. Je veux me mettre au sport, je le fais pas. Il faut que je mange plus sainement, mais je commande mon burger le soir, etc. Et c'est intention-action gap. Il y a plusieurs modèles de comment l'expliquer, mais pour faire simple, on va voir le modèle le plus commun. Il y a 3 facteurs qui viennent souvent moduler le intention-action gap. Le premier s'appelle le prix d'entrée. Combien est-ce que c'est difficile d'initier cette action? Le deuxième, c'est le prix de maintien. Combien est-ce que c'est difficile de maintenir cette action? Et 3, c'est la récompense. Combien de temps est-ce que ça prend pour avoir une récompense? Par exemple, si on prend l'exemple de faire du sport, je me dis, il faut que je prenne du sport, j'ai 40 ans, il faut que je m'occupe de mon cœur, faire un peu de cardio, puisque je commence à être à risque, etc. Le coût d'entrée n'est pas très élevé. Là, quand on finit le podcast, je peux te dire, genre, je dois faire mes 10 pompes, parce que ça te dérange, ça va me prendre 1 minute. Bim, je fais mes 10 pompes, et je continue ma journée. Le coup de maintien, par contre, ça va être plus compliqué. Je ne suis pas vraiment habitué à faire du sport. Est-ce que demain, je vais refaire mes 10 pompes? Parce qu'après-demain, je vais faire mes 10 pompes. Parce qu'après-demain, je vais faire mes 10 pompes. C'est pas vraiment sûr. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent des abonnements, genre au Club Med, dans les salles de gym, qui sont en train d'offrir un peu partout. Ils les utilisent une fois ou deux. C'est comme ça que la majorité des gyms se font leurs sous. C'est par des gens qui prennent des abonnements et qui ne viennent pas, tout simplement. Et après, il y a la récompense. Genre, à quel moment est-ce que je vais sentir le bénéfice du sport? Si, par exemple, je fais mes 10 pompes et j'ai des tablettes de chocolat, je pense qu'on serait beaucoup plus nombreux à faire du sport. Le problème, c'est que la récompense, parfois, on la sent pas du tout. Genre, à partir d'un certain âge, c'est plus intérieur. Genre, on me dit que mes organes vont mieux, mais peut-être que je le sens pas vraiment. Donc, la récompense est très délayée. Donc ça, c'est pourquoi pour le sport. Par contre, imagine que je veux déménager. Et ça va être une bonne analogie pour changer son taf. Donc, je veux déménager dans Paris. Pour ceux qui ont déjà essayé, c'est hyper compliqué de trouver un appart dans Paris. Il faut faire des visites, envoyer des dossiers, avoir des garants. Indépendamment de combien vous gagnez d'argent, il faut avoir un garant. Quand vous allez aux visites, il y a des queues de 10 personnes qui attendent devant l'immeuble, etc. C'est vraiment une galère. Donc le prix d'initiation est très très élevé. Il faut que je fasse des appels, ou bien que j'embauche une agence, que j'ai une sorte de paralysie du choix. Est-ce que cet appart est vraiment bien? Oui, mais l'exposition n'est pas top, etc. Donc le prix d'initiation est très élevé, ce qui peut faire que je reste dans mon appart un peu pourri, parce que je n'arrive pas à percevoir comment je vais initier l'action. Par contre, si j'initie l'action, le prix de maintien est quasiment nul. Il faut juste que je déménage, et la récompense est instantanée. Je suis dans mon nouveau chez moi et je me sens vraiment bien. Donc ça, c'est le prix d'initiation. Changer de carrière, ça se joue sur plein de niveaux. Déjà, le prix d'initiation est difficile. Il faut que je quitte une sorte de zone de confort. On parle là, dans les cas de ton podcast, on parle de personnes qui sont assez haut placées. On n'est pas en train de parler de, je sais pas, un psy qui veut changer d'un hôpital à un autre. On n'est pas en train de parler de ça. Ou un psy qui veut se mettre en libéral. C'est des changements de paradigme de vie. Des changements de paradigme, de personnes qui sont dans des COMEX, qui sont des directeurs, donc qui gagnent mieux que 99,9% de la population, etc., etc. Donc, le coût d'initiation, et aussi, ça va
encore une fois, notre cerveau est comparatif. Ça va contre d'habitude ce qu'on appelle les normes sociales. C'est pas quelque chose qu'on voit très très souvent. On ne voit pas, genre, je sais pas, Tim Cook, le PDG d'Apple, qui dit là, ok, je vais quitter Apple et je vais aller devenir maraîcher. Genre, on ne le voit pas très très souvent. Donc, il y a une sorte d'aller contre une sorte de norme sociale où en général, une fois qu'on est dans les rails de la carrière, on va de plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut dans la chaîne hiérarchique, et puis on est en top, et on est bien, et on a réussi notre vie. Donc le coup d'initiation est difficile à percevoir, c'est quelque chose qui va contre un peu le courant, et donc notre cerveau a une sorte de précautionneux quand on va aller contre le courant, parce que ça a un bénéfice, la norme. Le coût de maintien n'est pas vraiment élevé, parce que si j'ai démissionné, je démissionnais. Par contre, il y a derrière la récompense, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je la vois pas forcément. Enfin, en fait, oui. Je sais pas c'est quoi. Tu le sais, mais peut-être que la perte est potentielle est plus. Ouais. Et donc moi je travaille sur les biais cognitifs. Il y a un biais très pernicieux un peu dans notre cognition qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est qu'on préfère ne pas perdre que gagner. Genre si je te donne le choix, je te dis tu as le choix entre perdre 100 € et gagner 1000. Est-ce que tu veux jouer? La majorité des gens vont dire non. On a une aversion à la perte. On prend un risque quand on a des pertes qui sont déjà en place. Par exemple, on me dit qu'on va réduire mon salaire de 10%. Là, je me barre sans problème. Parce qu'il y a une perte, et donc je me dis non, je vais prendre un risque et partir. Par contre, l'aversion à la perte, j'ai un truc qui est bien. Genre, il y a un proverbe en libanais, genre, il vaut mieux un oiseau dans la main que 10 sur l'arbre. Je pense qu'il y a un équivalent en français. Un tien vaut mieux que 2 sur l'aura, oui. Voilà, exactement. Et donc, j'ai ce boulot. J'ai une sorte de sécurité et partir, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, je pars pour faire quoi? On va vers une sorte d'inconnu. Et l'inconnu, ça fait un peu flipper, parce que l'inconnu, c'est potentiellement des prédateurs, c'est potentiellement un danger, et on n'a pas très très envie d'y aller. Donc ce Intention Action Gap est difficile, mais je pense que vraiment le plus dur, c'est le prix d'initiation. C'est de se dire, je vais partir. Une fois qu'on a franchi cette étape, oui, il y a un risque parce qu'on ne sait pas quoi faire, de revenir dans ce paradigme. Et il y a pas mal de personnes qui se disent je vais changer, et au bout de quelques mois ils réalisent que c'est trop loin en fait de leur monde, et donc ils vont se refaire embaucher, souvent peut-être dans des structures un peu plus humaines. Par exemple, on le voit dans les métiers de conseil, des gens qui bossent, je sais pas, chez McKinsey, chez Bain, chez des KPMG, etc., qui vont partir, et après qui vont rejoindre une start-up où ils sont plus décontractés, donc ils peuvent utiliser leurs connaissances, ils vont être payés un peu moins, mais ils peuvent rentrer un peu plus tôt chez eux. C'est pas la grosse machine où il faut bosser, être tout le temps sur son téléphone, les week-ends, etc. pour un salaire très élevé. Ou sinon, on fait comme toi et on part à l'aventure et on voit qu'est-ce qui se passe. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie. J'espère que cela vous a intéressé et il est temps maintenant de faire une petite pause avant de se retrouver pour la deuxième partie dans le prochain épisode. À tout de suite, bye bye.